Good morning and welcome to this session. We will divide this into two parts, and the first part before the break will be these three speakers, eminent scholars who really need no introduction. I won't go on introducing them. There are biographical details in the program, and that will save us some time. So it gives me great pleasure to welcome you all here and to welcome Professor Kokrivudovich, one of the doyen of historians of Africa, whose work I have followed for a very long time, and it gives me great pleasure to ask her to give a presentation on the role of women in the Africa of tomorrow. Welcome. Voilà, vous m'entendez bien? Ça va? Oui. Je remercie tout d'abord infiniment les autorités et l'Académie, tout particulièrement, de m'avoir invité à cette très passionnante conférence où j'apprends d'autant plus de choses que je ne suis pas spécialiste du Maroc, je suis historienne de l'Afrique subsaharienne, et c'est donc surtout des femmes de l'Afrique subsaharienne dont je vais vous parler. Je vous parlerai plus exactement utilisant un mot qui n'est pas encore tellement apprécié dans le vocabulaire français, mais qui est pourtant bien significatif, le terme de genre féminin plutôt que de femme, dans la mesure où le genre féminin va avec le genre masculin, et que ce qui m'intéresse ici, ce ne sont pas les femmes en tant que telles, mais la place et le rôle des femmes dans la société, et c'est bien ça que signifie le mot genre. La place, ordinairement, dans beaucoup de sociétés, et en particulier dans les sociétés africaines, de par l'histoire, n'a pas été la même, et les rôles, en général, étaient fort différents de ceux des hommes et des garçons, et par conséquent, le rôle social, familial, politique, économique du genre féminin dans l'articulation des systèmes sociaux et politiques a une place tout à fait particulière, et c'est ceci dont je voudrais vous entretenir aujourd'hui. Alors, des femmes en Afrique subsaharienne, on entend quelquefois dire les femmes sont l'avenir de l'Afrique. Oui et non, bien sûr, c'est la moitié de la population, donc elles ont la responsabilité au moins de la moitié de l'avenir. Mais qu'est-ce que cela veut dire vraiment? Cela veut dire que le rôle des femmes est au moins aussi important que celui des hommes dans la société, mais que jusqu'à présent, il a été dans l'ensemble assez mal connu, méconnu et négligé. Et c'est pourquoi il est important d'en parler dans la mesure de cette méconnaissance. Alors, je vais commencer très brièvement par un exemple tout à fait personnel, sur lequel je n'insisterai pas, mais si je suis ici, de ma génération, comme vous l'avez rappelé, c'est-à-dire relativement ancienne, c'est que j'ai eu dans mon enfance et ma jeunesse une chance relative, dans une enfance particulièrement tragique, puisque c'était une petite enfance pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'ai eu la chance paradoxale, je dirais, de perdre, à cause de la guerre, mon père et mes deux grands-pères, si bien que j'ai été entièrement élevée par des femmes, par ma mère qui était femme au foyer et qui n'a eu d'autre solution que de trouver un métier, de gagner sa vie pour le reste de la famille, ce qu'elle a gardé jusqu'à sa retraite. Si bien que être élevée par une femme énergique et active a été, dans ma génération, un atout déterminant, parce que je n'ai jamais eu l'idée que je ne pourrais pas apprendre un métier. Ça ne m'avait jamais effleuré, ce qui n'était pas si fréquent dans la société française, disons, de petite et moyenne bourgeoisie de l'époque. Alors, ceci arrive aussi, bien entendu, partout. Ceci arrive en Afrique, cela n'a rien d'exceptionnel. Et depuis au moins 2 générations, sinon davantage pour quelques exceptions, un certain nombre de femmes africaines subsahariennes ont connu le même genre de raisons pour
acquérir des positions relativement importantes dans la société politique. Non qu'elle n'ait pas été active auparavant, les femmes africaines ont toujours beaucoup travaillé, elles étaient usuellement en charge de la totalité de la subsistance. La totalité de la subsistance, ça veut dire que dans un pays où 95% de la population, en tous les cas encore à la veille de la colonisation et encore pendant la colonisation, était rurale, depuis la production sur les champs jusqu'au transport, à l'entretien de la famille, à la commercialisation des produits. Alors les produits de subsistance essentiellement, le mil, l'igname, la traite des vaches, etc. Alors en Afrique occidentale, zone sur laquelle je vais insister, les femmes africaines, surtout sur la côte et dans l'arrière-pays, parce que ça l'est assez loin, ont été depuis toujours, bien avant la colonisation, de grandes commerçantes, petites, moyennes et grandes commerçantes. Elles ont été beaucoup étudiées, en particulier par l'anthropologie de langue anglaise, mais aussi dans d'autres langues. Ce sont les fameuses market women, les femmes des marchés, qui tenaient essentiellement les marchés de subsistance, mais d'autres marchés aussi, en particulier, on cite souvent l'exemple des marchandes de pagne, les marchés locaux, marchés régionaux, marchés internationaux, de très grandes marchandes. Toutes les femmes n'étaient pas de très grandes marchandes, il y avait évidemment tous les échelons, de la grande patronne à la petite main, mais c'était un marché de gros, de demi-gros et de détail entièrement tenu par les femmes. Or, la quasi-totalité de ces femmes, encore pendant la colonisation, étaient analphabètes, et beaucoup le sont restés encore après l'indépendance, comme vous le savez, pour probablement encore au niveau adulte, la majorité d'entre elles. Ceci dit, c'est loin d'être le cas pour toutes. Un certain nombre de femmes, depuis longtemps, n'étaient plus analphabètes. Dans un milieu social globalement marqué par la suprématie masculine, qui se réservait la sphère publique, l'école, aussi limitée soit-elle, surtout pour les filles durant la colonisation, a aussi joué son rôle. Et en Afrique occidentale française, colonisation française dans la première moitié du XXe siècle, très peu de professions dites modernes, c'est-à-dire en réalité salariées par l'administration coloniale, étaient réservées aux femmes. Les filles, finalement, avaient juste le droit de devenir infirmières ou sages-femmes depuis le début du XXe siècle. L'une d'entre elles s'est d'ailleurs rendue célèbre parmi ces sages-femmes, la grande militante malienne du Rassemblement démocratique africain, Awa Keïta, qui a été en 1958, en fin de carrière, la première femme élue au Parlement national, mais qui n'a pu siéger en tant que députée à la Constituante face à l'hostilité de ses collègues masculins qui pensaient qu'il était inconvenant qu'une femme puisse ainsi être prééminente en politique. Elle n'a pu siéger à l'Assemblée nationale que grâce à l'intervention énergique du chef de l'État d'alors, Modibo Keïta. Cependant, à partir de 1938, il y a eu une autre profession qui a été ouverte, une autre profession coloniale, disons, qui a été ouverte aux femmes, celle d'institutrice. Avant 1938, les instituteurs étaient en AOF français ou éventuellement aussi africains, mais les femmes n'avaient pas le droit d'enseigner, ou très peu. Et une école normale d'institutrice a été créée pour l'ensemble de l'Afrique occidentale à Rufisque, au Sénégal, en 1938. Et pendant une quinzaine d'années, cette école a formé chaque année une promotion d'une quarantaine d'institutrices
qui ont été ensuite dispatchées dans l'ensemble de l'Afrique occidentale. C'était le règlement de la fonction publique à la française. On est nommé là où on en a besoin. Donc ces jeunes filles ou jeunes femmes étaient envoyées un peu partout en Afrique. Elles avaient affaire à des écoles de filles, des classes nombreuses, cinquantaine d'enfants, etc. Pendant toute une carrière, elles ont vu défiler donc énormément de fillettes et elles ont eu une influence sur la transformation de la vie de ces filles tout à fait importante et qui jusqu'à il y a peu n'avait pas été étudiée. Parce qu'il est remarquable de noter que beaucoup, sinon la plupart, il faudrait l'étudier de plus près, des femmes prééminentes de la génération suivante, les filles de ces institutrices, à partir des années 1950, sont précisément les filles de ces femmes, des filles de femmes qui ont déjà eu une profession et qui ont éprouvé, en particulier en étant enseignante, l'importance de cette formation scolaire. Alors pour qu'une fille fasse des études dans la bourgeoisie naissante d'alors, il fallait que ou bien que la mère soit déjà préparée, ou bien que le père, et ça aussi c'était très important, soit sensible à la promotion féminine et pense qu'il était aussi important pour une fille d'être éduquée que les garçons. C'est aussi quelque chose qui n'était pas nécessairement très répandu au milieu du XXe siècle. Ça n'a d'ailleurs rien d'exceptionnel par rapport aux sociétés occidentales. C'est décalé dans le temps, si vous voulez, mais comme je vous le disais dans ma jeunesse, dans les milieux bourgeoisie moyenne française que j'ai pu côtoyer, eh bien, les garçons faisaient des études et les filles avaient une occupation. Je me souviens avoir été très choquée un jour, un jeune homme très bien, très convenable et très charmant qui m'avait dit quelle est votre occupation. Et comme j'avais été furieuse, je lui avais répondu mon occupation est d'être élève à l'école normale supérieure. Mais c'est quelque chose, si vous voulez, qui n'est pas spécial aux sociétés africaines, mais qui est décalé dans le temps pour toute une série de raisons historiques. Alors, ces femmes qui étaient et qui sont, bien sûr, de plus en plus dotées parfois de diplômes élevés, ont, et c'est remarquable, dans l'ensemble, dans la première génération où vraiment on les voit, c'est-à-dire cette génération qui apparaît dans les années après la Deuxième Guerre mondiale, elles font d'abord carrière dans les organismes internationaux, parce que le milieu national masculin se montrait extrêmement misogyne par rapport à ces nouvelles concurrentes, en somme. Alors ça a été parfois leur chance, parce qu'elles ont acquis une connaissance mondiale, travaillant à Genève, voire à New York, dans des organisations internationales qui avaient le souci déjà d'une relative, non pas parité, mais de donner une représentation aux femmes dans des postes élevés. Elles ont donc acquis un savoir dans des domaines comme le droit, comme la finance, qui leur ont ensuite permis de rentrer avec les honneurs, je dirais, pour occuper dans leur propre pays des positions importantes. Les nouvelles générations suivantes, ont évidemment suivi cet exemple. Les filles plutôt de milieux aisés, toujours, mais pas nécessairement, comme les garçons, ont été envoyés à l'étranger, en France, aux États-Unis, au Canada, etc. Elles ont parfois acquis des diplômes prestigieux. Elles se sont imposées à des postes clés dans leur pays, en particulier dans la banque, dans les affaires, dans le commerce. Et aujourd'hui, des revues comme Jeune Afrique, par exemple, publient chaque année les 25 femmes africaines les plus prestigieuses dans le monde, les 25 femmes d'affaires, les 50 femmes d'affaires les plus importantes, etc. etc. Aujourd'hui aussi, dans un certain nombre d'universités africaines, comme à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, pour un certain nombre de matières,
les matières littéraires, mais pas seulement, le droit, voire éventuellement la médecine. Il y a parfois, comme dans les universités françaises de France d'ailleurs, plus de filles que de garçons dans les universités. Et comme elles ont tendance, pour surmonter leur handicap et les préjugés qui pèsent sur elles, elles ont tendance à travailler, comme dans tous les pays, plus que les garçons, elles réussissent mieux. C'est très net en France, mais c'est très net à Dakar aussi. Et elles sont encore peu nombreuses, bien entendu, mais je dirais volontiers que dans une ou deux générations, cela risque véritablement de rendre vrai ce slogan dont je vous parlais tout à l'heure, l'avenir de l'Afrique appartient aux femmes. Plus important, les proportions féminines, évidemment, ne sont pas réservées aux femmes de culture que j'ai privilégiées jusqu'à présent. Grâce au progrès de l'enseignement primaire depuis les débuts de l'indépendance en particulier, grâce aussi sans doute depuis quelques années au progrès formidable d'Internet et aux occasions que cela procure, en particulier dans les pays les moins dotés en bibliothèque ou en ouvrages classiques, les femmes les plus éloignées des centres de culture sont instruites des faits du monde. Il n'est pas nécessaire d'être allé à l'école bien loin pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Alors, nombreuses sont les femmes, plus méconnues encore sans doute dans les études, des femmes qui travaillent sur le terrain, qui n'ont pas ces diplômes prestigieux dont je vous parlais tout à l'heure, c'est quand même une toute petite minorité, mais qui n'en entreprennent pas moins des choses tout à fait importantes, créer des ONG, des associations dynamiques pour améliorer, par exemple, les modes de l'agriculture sur le terrain, pour propager le savoir sur la planification des naissances, extrêmement important dans le cadre de la démographie, pour alphabétiser, etc., etc. On dénombre une multitude d'associations féminines dans des sociétés où les associations, justement, sont genrées, c'est-à-dire que vous avez des associations masculines, mais vous avez beaucoup d'associations féminines. Et ces associations féminines ne sont pas nécessairement, comme elles sont souvent en Afrique du Sud, des associations religieuses, des associations de paroisses, etc. Ce sont souvent des femmes dynamiques qui ont ou qui n'ont pas une formation universitaires développés, mais qui ont en général une formation élémentaire, parce que maintenant, l'école, dans beaucoup de pays, est paritaire entre les garçons et les filles, ou à peu près. Et tout ce travail reste à étudier, bien entendu. Et on peut, enfin, et c'est le dernier point que j'adopterai, analyser les différents domaines dans lesquels ces femmes, depuis les années 1950, mais surtout depuis les indépendances, et encore davantage depuis les années 2000, ont largement porté leurs efforts. Alors le premier domaine, je dirais, c'est tout à fait intéressant de voir que les premières professions de type universitaire choisies par les femmes, dominantes, en particulier dans la première génération, ce sont les professions juridiques. Avocates, juristes, magistrates. Les femmes travaillent énormément dans le domaine de la justice et je dirais leur combat principal à ce niveau, c'est précisément la parité homme-femme. À la différence des femmes occidentales, les femmes en Afrique occidentale française n'ont pas eu à lutter plus que les hommes pour le droit de vote, c'est-à-dire pour les droits politiques. Dans la mesure où les femmes françaises, comme vous le savez sans doute, ont eu le droit de vote par décision du général de Gaulle en 1944, qu'elles ont voté pour la première fois en 1946, et que le suffrage universel a été introduit seulement en 1956-1958 pour les municipales ou pour les élections au Parlement en Afrique française. Par conséquent, les femmes avaient d'emblée le même droit de vote que... donc le phénomène suffragette, si vous voulez, il a existé un petit peu du côté anglophone entre les deux guerres, mais il n'a pas été un combat dominant comme il l'a été
comme il a été en Europe. En revanche, les femmes ont beaucoup lutté et continuent de lutter énormément pour la parité des droits, et en particulier sur les codes de la famille. Et ce sont des femmes qui ont fait progresser la question. Je vois que j'ai presque plus de temps, donc je n'ai pas le temps de vous en parler davantage. Mais disons que le moment décisif et très utilisé par les femmes a été la décennie de la femme proclamée par les Nations Unies entre 1975 et 1985. Et le fait que les femmes se sont souvent conjuguées pour manifester, par exemple en 2002, juristes et associations féminines ont organisé des manifestations et des sit-ins à Porto Novo, au Bénin, capitale politique du pays, pour obtenir ce qui leur avait déjà été refusé 2 fois par le Parlement. Ça avait été refusé en 1965 et refusé en 1973, modifier le droit coutumier du pays, qui énoncé dans un texte remontant à 1931, c'est-à-dire rédigé par les administrateurs au niveau des grands coutumiers, la femme n'a aucun pouvoir juridique, elle fait partie des biens de l'homme et de son héritage. Ce sont les femmes du Bénin qui ont obtenu de le faire supprimer en 2002. Vous voyez, ce sont donc des travaux très vivants et très présents. Et il y en a que je pourrais vous donner toute une série d'exemples. Et puisque je n'ai pas de temps, je finirai pratiquement par cette remarque. En 2003, l'Union africaine a adopté le protocole des droits des femmes en Afrique. C'est un texte qui a été intégré à la Charte des droits de l'homme et des peuples en 2005. Alors c'est un texte, bien entendu, il est encore très peu appliqué dans un certain nombre de cas, mais il existe juridiquement, il est reconnu, et on doit en grande partie l'adoption de ce texte à une avocate congolaise de Brazzaville, Julienne Onziel Nelenga, qui était en 1998 rapporteure spéciale sur les droits des femmes en Afrique et au sein de la Commission des droits de l'homme et des peuples, où elle avait été recrutée en 1995. Oui. En 1995, dans cette commission, il n'y avait que 2 femmes. À Durban, elles ont obtenu presque la parité avec les hommes. Alors, ce texte, ce protocole reconnaît, je cite, le rôle crucial des femmes dans la préservation des valeurs africaines et condamne toute forme de violence verbale ou physique, qu'elles aient lieu dans la sphère publique ou privée, en temps de paix ou en situation de conflit, notamment toute forme de mutilation génitale, je saute, et de rapports sexuels. L'âge du mariage est fixé à 18 ans pour les filles et le texte préconise, je cite à nouveau, l'élimination de toute pratique culturelle et traditionnelle néfaste fondée sur l'idée d'infériorité ou de supériorité de l'un ou l'autre sexe ou sur les rôles stéréotypés de la femme et de l'homme. Il prévoit l'égale protection devant la loi et la participation au processus politique de décision. Et il engage enfin les États, je cite, à protéger la petite fille contre toute forme d'abus, y compris le harcèlement sexuel. Alors dans les faits, bien entendu, on en est encore souvent loin, mais le texte existe, les choses progressent, et les femmes n'hésitent pas, comme vous le savez, récemment, à manifester contre toute atteinte ou toute régression du code de la famille. C'est un combat féminin, on l'a vu en Tunisie il n'y a pas très longtemps. On n'en est pas encore là dans la plupart des États africains subsahariens, mais il y a une petite minorité de femmes décidées, avocates, magistrates, juristes, enseignantes, médecins, syndicalistes, militantes associatives, n'hésitent pas à se faire entendre. Et je ne serais pas loin de penser que les tendances à une certaine régression des droits des femmes au niveau du code de la famille ne seraient pas en partie liées, alors on peut invoquer toute une série de raisons, mais en partie liées justement au fait que la primauté du droit masculin est mise en question par les femmes. Et donc il y a une espèce de revanche à prendre, inconsciente ou consciente, du côté masculin. On va les remettre à leur place.
Elles en prennent trop, donc le code de la famille est là pour limiter les dégâts que pourrait provoquer la parité avec les femmes. Alors je n'ai pas le temps, puisque j'ai fini mon temps, de vous parler des femmes et de l'économie, mais outre toutes ces grandes marchandes dont l'histoire a été faite et qui est très complexe, les femmes maintenant, un certain nombre de femmes jouent, comme je vous le disais tout à l'heure, un rôle très important dans la vie économique internationale africaine. Et je n'en prendrai pour exemple que le Congrès international des femmes d'entreprise, je ne me souviens plus très bien comment, je n'ai pas le temps de regarder mes notes, dont le premier congrès africain, congrès panafricain des femmes chefs d'entreprise. Le premier congrès a eu lieu à Accra en 1998, je crois. Le deuxième congrès a eu lieu à Addis Abeba l'année suivante. Et le troisième congrès, au début des années 2000, a lieu en Floride, aux États-Unis. C'est vous dire que l'entreprise n'est plus fermée aux femmes entreprenantes, je dirais, comme elle l'a été avant, et que la place des femmes dans les sociétés africaines, alors évidemment, j'ai parlé très généralement, ça dépend des pays, mais dans tous les pays, vous avez des avancées quelquefois différentes. Le Rwanda, par exemple, est le seul pays au monde où, au Parlement, vous avez davantage de députés femmes que d'hommes. Le continent africain est finalement le seul continent où vous avez eu 3 chefs d'État, non pas chefs du gouvernement, mais chefs d'État femmes. Donc 2 sont encore au pouvoir. Donc vous avez toute une série de percées qui sont encore, qui apparaissent comme mineures, mais qui, sur le plan social, politique, économique, le sont beaucoup moins qu'on ne pourrait le penser. Merci. Thank you.